Jésus Zelmi, bonjour. Bonjour Nathalie. Merci d'avoir accepté cette invitation ici au Café Basma. Alors c'est vous qui avez choisi le lieu, on en parlera peut-être un peu dans quelques instants. Vous sortez un nouveau livre qui se passe et prend place de façon plus importante au Struthof. On va en parler. Moi j'avais envie de vous rencontrer en dehors de la chaîne d'I24, de cette voix rauque et de cet homme imposant que l'on voit presque tous les jours à l'antenne. Vous vivez presque à I24. Voilà ce Café Basma dont ces spécificités, vous allez nous les raconter. Délicieux. Vous allez nous en parler dans un instant. Moi, je voulais rencontrer l'homme qui se cache derrière cet ancien officier des services de renseignement israéliens. Je voulais qu'on parle de votre vie. Alors d'abord de l'écriture, si vous voulez bien. On commence avec votre livre, In Absentia. Ça se passe au Struthof, je l'ai dit, c'est le seul camp de concentration nazi ouvert sur le sol français. Vous faites parler Pierre Delmain, un écrivain, déporté politique, qui va endosser dans votre livre un rôle déterminant puisque, à main nue, il va convoquer toutes ses forces pour achever les déportés qui étaient soumis à des expériences scientifiques. Il y a une certaine douceur, une certaine empathie, une rêverie aussi, on va en parler dans son personnage. Il ne se pardonne pas forcément ses actes. Et puis il y a aussi un autre personnage, Saul Bernstein. Il est collectionneur d'art et ces deux personnages vont se rencontrer, vont unir leur destin et vont parler sous votre plume d'esthétisme, de beauté, d'art aussi. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Alors, ce qui m'a donné l'envie, c'est ce que vous venez de dire, c'est d'écrire quelque chose de très contrasté, d'inattendu. D'inattendu aussi sur le plan de l'écriture, c'est de prendre un sujet comme la Shoah. C'est un risque d'ailleurs, c'est un pari, encore un livre sur la Shoah, mais en fin de compte, un livre tout à fait inattendu sur la Shoah, avec comme par exemple une extrême violence qui devient une intolérable douceur. Comment cet homme va achever les malades de la clinique entre guillemets des SS. Il y a un côtoiement constant de ce que j'appellerais l'ordinaire de l'horreur dans le camp et l'horreur de l'ordinaire qui est en fait le côté esthète. Alors chez Saul Bernstein qui est collectionneur d'art, qui fréquente la Coupole, qui fréquente les artistes de l'époque, Sonia Delaunay, Nathalie Goncharova, enfin toute cette époque glorieuse de la Coupole des années 30, mais aussi le déporté Delmain. Donc on passe du Paris des années 30 au camp de concentration du Struthof. Il y a des allers-retours. Sans arrêt. Sans arrêt aussi aux croisées. Voilà. Et à quoi s'ajoute, je le dis tout de suite en prime, ce qui a absolument affolé mon éditrice au départ, les rêves de ce Delmain au Struthof, dont je précise qu'il est en fait lui aussi un écrivain, un esthète, et ce qui le désole le plus dans le Struthof, c'est la mocheté de tout cela. Il n'aime pas le nom Struthof, il n'aime pas les mots laguerre, capot, et donc il va s'échapper vers un rêve dans quelque chose de plus romanesque qui est la seconde croisade. Il va s'imaginer être envoyé par Bernard de Clairvaux en Terre Sainte pour libérer le tombeau du Christ. D'où le nom du livre, In Absentia. Il va s'absenter. À un moment donné, un des déportés du camp lui dit « Mais comment faites-vous pour survivre ?» Il dit Je m'absente. Voilà, ça fait moins mal quand on n'est pas là. Et donc tout cela a affolé évidemment Actes Sud au départ. On a dit mais comment tu vas faire? Et à l'écriture, donc à la lecture, ce qui va arriver, c'est effectivement avec une harmonie, une douceur, on passe d'un monde à un autre, du rêve à la réalité. On perd d'ailleurs à un moment donné, c'est le but, les pédales. On ne sait plus si on est dans le rêve, dans la réalité. À un moment donné, mon écrivain déporté, et il pense que sa combine marche, qu'il est devenu invisible, puisque en fait les SS ne le voient plus. Et voilà. Et donc il y a autour de tout cela toute cette douceur, toute cette beauté dissimulée. Il y a un moment donné humoristique un petit peu où Saul Bernstein, appelez-moi Paul, c'est un homme riche, esthète, homosexuel affirmé, qui à un moment donné doit mettre l'étoile jaune, essaye de la cacher avec une écharpe, mais l'écharpe ne va pas avec son veston, donc il préfère avoir l'étoile jaune. Donc il y a un humour. Ça, on parle beaucoup de beauté dans ce livre. Alors c'est un bébé Corona, ce livre d'une certaine façon. Vous l'avez écrit et couché sur le papier pendant le Corona. Ce rapport à la Shoah,
puisqu'une partie de votre famille paternelle a été exterminée à Auschwitz. Est-ce que ça vous a fait du bien de la coucher sur le papier à votre façon? Oui, du bien, c'est pas une thérapie. À un moment donné, au début du livre, alors ça se passe dans l'hôtel Bellerive, c'était l'hôtel de Scott Fitzgerald à Juan-les-Pins dans les années 20-30 aussi. Il y a une conversation de Saül Bernstein avec la peintre Nathalie Goncharova qui vient lui offrir une aquarelle dont on va peut-être reparler, qui est une descente de croix. Hein. On verra pourquoi, évidemment, symbolique, une descente de croix. Donc Saül Bernstein annonce à Nathalie Goncharova que lui, là je me moque de moi-même un petit peu de mon projet, il dit mais en fait c'est une solution de facilité d'écrire des livres avec la Shoah derrière ou des grands cataclysmes historiques, c'est un raccourci vers le sublime. Donc je m'autocritique à l'avance très discrètement. Tada. Tada Rabba. Et voilà, ça c'est délicieux. Je viens souvent ici, c'est pour ça qu'on est. Et donc, Nathalie Goncharova, qui est une peintre, elle a aussi fait des tableaux. Elle a fait par exemple des angelots parmi les bombes pendant la Première Guerre mondiale. Elle lui dit, mais non, il y a une connivence entre l'horreur et l'art, et la violence et l'art, et c'est plutôt une complicité. Et c'est là-dessus que se base un petit peu le livre. Alors je voudrais juste préciser, c'est très très important, que l'anecdote du Struthof, d'abord je ne savais pas, et beaucoup de Français ne savent pas qu'il y avait un camp de concentration sur le sol français. Et un des camps, je tiens à le dire, les plus glaçants quand on s'y rend, parce qu'on voit vraiment ces tas de dissections, on sent l'horreur. Oui, un endroit horrible, très 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 dur, non pas destiné aux Juifs comme à Auschwitz, mais aux résistants français, aux communistes, à tout ce qui était l'antinazisme. Donc il s'avisait sur le sol français. J'ai appris son existence lors d'un festival littéraire à Strasbourg. Et ce qui m'a encore plus marqué et inspiré pour cette histoire, c'est une anecdote de un des médecins sadiques du camp, un genre Mengele de ce camp, va commander 100 squelettes à Himmler. Mais ces squelettes vont arriver sur pied. Ils vont être commandés à Auschwitz, choisis selon certains critères à Auschwitz, ils vont arriver sur pied. Et parmi ces 100 squelettes, il y aura Saül Bernstein qui jusqu'au dernier moment vit la vie parisienne, ne croit pas à cette Seconde Guerre mondiale, à cette Shoah. Il pense que tout va très bien se passer, alors que tous ses copains sont partis, Tristan Tzara, André Mauroy. Il y a un espèce de déni et de recul. Mais vous ne m'avez pas répondu à ma question. Votre rapport à vous, pas à vos personnages. Mon rapport à la Shoah est très simple. Moi, je suis ce qu'on appelle un fils de migrant, entre guillemets, et je suis moitié-moitié ashkénaze séfarade. Et en fait, c'est la partie séfarade de ma famille qui est exterminée à Auschwitz, des Juifs de Turquie. Voilà, ma grand-mère s'appelait Sultana, donc plus turc que ça, on a du mal. Mais eux ont été exterminés, inclus des enfants. Un de mes livres, Sauver Mozart, est dédicacé à l'un de ses enfants. Et donc, ont été exterminés à Auschwitz. Donc, j'ai un rapport historique, familial direct avec la Shoah. Mais je ne pense pas qu'il m'influence dans mon écriture. C'est plus, pour moi, la Shoah, c'est véritablement un extraordinaire outil littéraire. Je ne peux pas le contourner. Parce qu'il permet d'abord, de par sa violence, d'atteindre des paroxysmes que d'autres situations ne permettent peut-être pas d'atteindre. Ça me rappelle un peu ma carrière militaire, c'est-à-dire des moments intenses qui ne peuvent être vécus que dans des situations intenses. Et donc sur le terrain, comme on dit, la rencontre qui va avoir lieu entre le squelette à venir, Saül Bernstein, et Delmin, le déporté, c'est une rencontre très simple, très courte, mais c'est un moment humain qui va sublimer tout le reste, inclus la Shoah. Donc c'est extrêmement important. Sur le plan de l'écriture aussi, un héros de la Shoah, c'est le meilleur des héros possibles parce qu'il est complètement à nu. Il est archétypé, il n'y a plus rien, et de là on peut construire, car il a tout perdu, on peut le reconstruire. Donc c'est un héros à la base très facile à mouler, à manipuler, mais extrêmement complexe en même temps. Complexe à partir, on a parlé du Covid, à partir des choses essentielles. On revient dans ce genre de situation aux choses essentielles, et à l'écriture, on revient à l'écriture essentielle, c'est-à-dire une écriture plus dépouillée, plus dénudée, où les choses doivent être dites vite et bien, sans Alors justement, c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que dans votre livre, on côtoie la mort, forcément, toutes les secondes, à toutes les pages, à tous les mots.
une espèce de forme artistique, cette mort. C'est la relation que vous avez à la mort aussi. Oui, je pense que c'est un acte, c'est un happening. Hein. Alors chacun évidemment le sien. Donc il y a une touche personnelle. Au Moyen-Âge, on parlait de l'ars moriendi, l'art de mourir. Et les gens, surtout dans l'aristocratie en Espagne, et spécialement, hein, l'aristocratie espagnole, il fallait bien mourir. Il y avait une façon de bien mourir. Et je pense que la mort, bien sûr, pour nous tous, n'a aucun sens. Mais on peut lui en donner un. Et de toute façon, on va le lui donner. Et à un moment donné, d'ailleurs, Delmin, l'écrivain, lorsqu'il s'imagine être dans la croisade, il a un copain qui est un petit peu l'acolyte de tous les romans picaresques, un géant, un moine géant, à qui il se confie. Et à un moment donné, il dit à ce moine qui ne croit plus tellement en Dieu, mais il croit encore en l'homme, il y a une chose que Dieu ne pourra jamais savoir, aussi puissant que Dieu soit, il y a une chose qu'il ne pourra jamais savoir, c'est ce que c'est que de devoir mourir. Et ça, c'est seul l'homme qui le sait. Et qu'il soit gazé le soir même, comme ça va être le cas pour Bernstein, ou qu'on meurt dans notre lit 80 ans passés, il y a ce devoir mourir qui, chez moi, devient aussi, évidemment, un outil littéraire. Et là aussi, on pourrait dire, ah, mais il y a encore une solution facile, parce que c'est tellement spectaculaire, notre mort. Mais à l'époque, comme c'est écrit en temps de Covid, et malheureusement aussi aujourd'hui en temps d'Ukraine, qui rappelle des mauvais souvenirs, eh bien je pense qu'il y a cette approche-là de la mort qui va être comme le reste. Tout ce qui paraît violent, tout ce qui paraît horrible va être transformé en quelque chose de doux, d'harmonieux, de beau. À la page 38 de votre livre, votre personnage dit « Les personnages de tes romans sont pour toi aussi réels que les connaissances qui t'entourent ». C'est quoi la part de fiction, la part de réel dans ce In Absentia que vous nous proposez? Mais justement, les rêves, puisqu'il y a beaucoup de rêves. Lorsque nous rêvons, on oublie que nos rêves en fait font partie de notre vie au même titre que notre vie éveillée. Ils sont tout aussi importants, des fois même plus intenses. On va le voir dans les échappées d'Elmin vers la croisade, parce que se trouve à la croisade, évidemment, c'est parallèle au camp. Il y a énormément de parallèles entre la croisade et le camp. D'abord, tous les déportés ont l'air de moines tonsurés, ils sont rasés, ils sont maigres, ils ont fait vœu d'abstinence, ils vivent hors du monde. Il y a tous ces parallèles. Il y a donc cette sublimation de la vie dans le rêve qui rend en fait le rêve tout aussi intense comme expérience que. Et alors, quand on écrit, tous les écrivains le savent, et les lecteurs sans doute, on est plongé dans notre vie de tous les jours et en même temps dans la vie des personnages du roman qu'on est en train d'écrire. On dort avec eux, on se douche avec eux, on prend le petit déjeuner avec eux et on se dit tiens, Delmin, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, et tout à l'heure, quand on était en train de commencer cette interview, vous me parliez de vos personnages comme s'ils étaient juste là à côté. Hein. Et donc c'est un kiff, c'est un petit peu voyager sans bouger, donc c'est avoir encore une vie en plus. Moi j'aime bien avoir des vies différentes, donc c'est encore une vie. Justement, vous me tendez la perche. Vos vies plurielles, vos vies diverses. Alors vous avez une maman russe, un papa turc, une famille de brocanteurs. Est-ce que c'est ce qui vous donne cet amour de l'ancien? Oui, ça c'est sûr, il y a un passé. Alors du côté des Turcs, c'était des esthètes. À Constantinople, ils appelaient ça Istanbul. À Constantinople, ils avaient une très belle maison avec de beaux objets d'art, mais c'était de l'art oriental. Du côté des Russes, mon grand-père était artisan relieur d'horreur et imprimeur. Et donc j'ai reçu le goût des livres, j'ai mélangé les deux, je suis devenu donc marchand de livres anciens. C'est un concours de circonstances, ces différentes origines, différentes influences qui ont fait un peu des mélanges. Le coup d'avoir fait l'école normale supérieure que je voulais pas faire parce que moi je voulais partir dans le salle, m'engager. Je l'ai fait. Mais sans ça, je ne serais pas écrivain. Mais bien sûr, et la culture française, cette culture française imbattable, quoi, c'est imbattable. Quand on parlait de la Shoah pour l'écriture, alors pour le langage, pour le style, pour le vocabulaire. C'est là que vous avez acquis toute cette façon très particulière que vous avez d'écrire et de raconter? En décortiquant d'autres auteurs, puisque Normal Sup, c'est ce qu'on fait pour l'enseignement, on décortique les textes, en voyant quels étaient les écrivains que j'aimais bien et ceux qui me barbaient à l'école. Et donc en me pensant, moi je veux pas être un qui barbe. Je fais beaucoup de scolaires, là je vais en faire bientôt à Paris dans plusieurs lycées. Le dernier
premiers trucs que je veux faire, c'est barber les lycéens. Et à mon avis, si on arrive à ne pas ennuyer un lycéen, tous les autres lecteurs vont marcher. C'est un public difficile, mais un public intelligent. Il sait ce qu'il veut. Et donc, il y a eu des concours des circonstances, dans la vie, beaucoup de choses qui se passent. Et donc, rien n'est joué, rien n'est donné. Et dans mes personnages, c'est pareil. Vous faites Normal Sup, et puis après, vous décidez, enfin, de venir en Israël. Vous avez quel âge ? 24 ans. 24 ans. Votre arrivée en Israël, elle se passe comment ? Elle est accomplie. Il y a beaucoup de sionisme derrière tout ça ? On peut appeler ça du sionisme, mais je ne suis pas vraiment inspiré par les théories sionistes. Je ne suis pas religieux, donc je respecte des traditions, mais sur le plan folklorique et pas sur le plan de la foi. Non, j'ose avouer que mon départ pour Israël, c'était pour m'engager dans le Tsahal, c'était pour l'armée, c'était pour l'action. Dès le début, c'est votre volonté ? C'est dès le début, dès l'âge de 13 ans, en fait, dès 67. En juin, à la guerre des 6 jours, en juin 1967, j'ai 13 ans. Je vois à la télévision les soldats de Tsahal se battre dans le désert du Sinaï. Et comme un gosse qui veut être cow-boy ou astronaute, moi j'ai dit c'est ça que je veux être. Et donc j'ai pas démordu de ce rêve, voilà. On parle de rêve, parfois le rêve devient réalité. Et donc je me suis engagé, c'était mon but. Je pense pas que j'aurais fait la marine suisse. Je voulais vraiment de l'action, je voulais du danger, c'est un peu puéril mais c'est comme ça. Et j'ai été servi d'ailleurs, voilà. Je suis arrivé, c'était la guerre du Liban, donc ça a bien commencé pour moi. Mais de là sont inspirés tous mes romans, c'est-à-dire tous les moments intenses où je sais que le lecteur va flipper, va pleurer, va rire. Il y a des anecdotes derrière qui me sont arrivées dans ces situations un peu extrêmes, parfois abracadabrantes, qui sont ces moments les plus intenses pour moi, comme la rencontre d'Elma et de Bernstein au camp du Struthof. C'est les moments, c'est la petite lumière qui éclaire toute l'obscurité qu'il y a autour, c'est-à-dire là on voit l'espoir qu'il y a gardé en l'homme, l'avenir qu'il y a pour la paix, pour le dialogue, même au moment pire, même dans des moments comme en ce moment de la guerre de la Russie contre les Ukrainiens, tout paraît noir, tout paraît perdu, le monde est en danger, le nucléaire peut-être, eh bien il va y avoir des moments, j'en suis sûr, il y en a déjà certainement, les journalistes sur le terrain en voient, des moments d'humanité entre un soldat russe et une mère ukrainienne qui vont arriver, et c'est ce moment-là qui compte. Et c'est là-dessus qu'il faut faut mettre le focus. Voilà. Quand vous parlez de votre carrière, vous dites que votre plus belle mission, elle a été au Rwanda. Racontez-nous. Alors ma plus belle mission au Rwanda, c'est un peu facile puisque c'était une mission humanitaire, c'était pas une mission ni d'espions ni de soldats. On part donc monter un hôpital de campagne dans les camps de réfugiés au moment des massacres du Rwanda entre les Hutus et les Tutsis, et arrive au nord du Zaïre à l'époque, donc du Congo, plusieurs centaines de milliers de réfugiés rwandais. Et là, Tsahal, de par la pression de l'opinion publique israélienne, à ce moment-là, le monde entier s'était ému de cette crise humanitaire, installe un hôpital militaire de campagne pour soigner les cas graves des réfugiés. Et c'était déjà une très belle mission en soi, mais là où j'ai pas regretté d'avoir cette insistance de m'engager dans Tsahal, ça a été, on était en pleine jungle, savane congolaise, et je n'avais comme contact avec Jérusalem qu'un téléphone parabolique. Et donc c'est une valise qu'on ouvre, il y a un parapluie, et on cherche. Et donc dans une conversation qui a duré moins de 2 minutes, parce que nous avions adopté un orphelinat de petits réfugiés rwandais, j'ai commandé, parce que je leur avais distribué quelques bonbons qui leur avaient fait plaisir, j'ai commandé en moins de 2 minutes à Jérusalem un avion de bonbons qui est arrivé le lendemain à Goma-Zaïre. Cet avion de bonbons qui a atterri au milieu de cette horreur des cadavres et des malades des réfugiés, ça a été pour moi, voilà, c'était encore une fois, voilà, et c'était la raison pour laquelle j'ai pas regretté d'avoir fait ce que j'ai fait. Je sais comme tout un chacun ce que la guerre représente, ce que l'armée est, la violence qu'il peut y avoir derrière, mais il ne faut pas oublier l'autre côté, l'envers de la médaille, et que cette violence-là peut être retournée, que toutes les violences, ce sont comme des énergies néfastes qui peuvent être inversées, on peut inverser la vapeur. J'ai beaucoup travaillé à Oslo avec les Palestiniens,
à la paix avec la Jordanie. Et donc on voit effectivement dans des endroits, aujourd'hui on a des normalisations avec des pays arabes auxquels on ne s'attendait pas, il y a une façon, il y a une possibilité de renverser la vapeur d'une façon très très spectaculaire et de se retrouver tout d'un coup en situation de paix, de dialogue, de coexistence. Je pense qu'avec les Palestiniens c'était le plus frappant parce qu'on parle toujours des tensions entre les Palestiniens, les Israéliens, ceci, cela, les colons entre guillemets, les terroristes. On oublie le rapport humain qu'il y a entre les Israéliens et les Palestiniens au jour le jour. Et c'est là-dessus qu'il faut tabler, et pas sur les politiciens. Il y a beaucoup dans mes livres d'ironie par rapport au niveau politique, mais ça c'est un humour de soldat aussi. Raphaël, quel regard vous portez sur l'Israël d'aujourd'hui? Cet Israël que vous aimez, on vous entend parler de ça avec même une larme à l'œil et beaucoup d'affection. Quel regard vous portez sur l'Israël de 2022? Eh bien, je ne regrette pas d'être venu, je ne regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait, mais encore beaucoup de boulot. Justement parce qu'on est ce projet sioniste ou cet État juif, nous avons une responsabilité double. Et donc la façon dont nous traitons d'abord les Arabes d'Israël doit être améliorée. La façon dont nous occupons les territoires palestiniens, il y a une autre façon peut-être de le faire. Et puis même à l'intérieur de la société israélienne, ce qui me frappe, ce qui me choque le plus, c'est l'inégalité des fortunes, l'écart croissant entre les riches et les pauvres, qui est complètement à l'envers des valeurs juives élémentaires. C'est grave, voilà, du boulot. Alors l'excuse qu'on est un petit pays en guerre qui vient de naître, etc., n'est absolument pas valable, il n'y a aucune excuse. Bon, évidemment, on dépend un petit peu de nos gouvernements les uns après les autres. Il y a beaucoup de travail. Voilà, en tant que société, je pense que là aussi, en Israël, il y a énormément de volontariat, énormément de gens qui font au jour le jour beaucoup de choses. Et beaucoup de gens qui appliquent les valeurs juives parce qu'ils ne sont pas comme moi, des gens qui sont plus religieux, dirons-nous. Alors il y a un espoir là, mais encore beaucoup de boulot à faire. Et en fait, ce qui est le plus amusant, c'est que sur la scène internationale, nous sommes accusés de beaucoup de mots très critiqués, l'occupationniste, on maltraite les enfants palestiniens, etc. Et en fait, là où on devrait vraiment nous critiquer, on n'en parle pas, c'est là qu'on devrait nous critiquer. On doit faire une société meilleure, on doit vraiment mieux intégrer notre population arabe, etc. Comment ne pas vous poser cette question, vous qui aimez les mots et qui aimez ce pays? Si vous deviez résumer, et ce sera ma dernière question, Israël en un seul mot qui pour vous représente, symbolise ce pays. Espoir. Espoir. C'est sur cette note qu'on va terminer cet entretien. Merci beaucoup de nous avoir invités ici à Basma, où vous écriviez de temps en temps, avant le corona. Basma qui se trouve dans la vieille ville de Jaffa, qui est justement un exemple de coexistence juive et arabe, et avec un long passé historique de croisades dont on parle dans le livre et d'événements. Et aujourd'hui, voilà, on est assis tranquillement. On y est avec cette histoire et à parler de présent aussi. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalem.